Le naufrage de la saison des Bucks entre le départ de Chris Middleton, la suspension de Bobby Portis, l'arrivée de Kyle Kuzma, la blessure de Damian Lillard, les propos tenus par Giannis tout au long de la saison. L'arrivée de Kyle Kuzma. Non mais. Ah ouais, non mais ça, mais tu vois, à partir de là, c'est t'as un un projet qui calvaire. fait venir Kyle Kuzma. Non mais c'est un calvaire la saison des fans des Bucks. Hein. Mesdames et messieurs, NBA Weekly Report épisode 4. J'espère que vous allez bien. On se rapproche des playoffs, plus que 3 semaines de régulière. Mais nous, on est là quand même le week-end pour vous débriefer ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit sur les terrains et en dehors. Et pour ce 4e épisode, je suis très content de retrouver mon Quentin. Salut Quentin, comment tu vas ? Salut, ça va et toi ? Franchement, trop Ça... cool de te revoir. Ouais, ça fait plaisir. Est-ce que juste, histoire de bien commencer la vidéo comme ça, parce que tu as un super maillot de Kobe, est-ce que tu peux nous montrer le t-shirt que tu as mis, s'il te plaît ? Histoire de... Voilà. Ouais, aucun respect. Bon, je fais dans le Quentin habituel. C'est Voilà, j'ai magnifique. du Kobe ici, du Clipper sur moi, parce qu'on va reparler un petit peu des deux franchises. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on va sortir les maillots. Il est Et smart. voilà. Il est smart. Ne vous vexez pas, il y en a pour tout le monde. De Non, toute façon, la Californie est une terre d'accueil, une terre d'amour. Et exactement. les Clippers, c'est pas forcément une équipe de basket depuis sa création. Allez, on enchaîne là-dessus. Mon Quentin, est-ce que tu as un peu d'actu de TBA à nous partager ? Bah Là, écoute, comme d'habitude, j'ai envie de te dire, hein, on est sur Twitch, les rediff sur YouTube et tout ça. Et puis normalement, on va essayer de parler un peu de NCA, parce que je sais pas si tu as un peu suivi du coup la March Madness. un petit peu. Mais on aimerait faire venir des vrais spécialistes pour qu'ils nous en parlent. Donc ce serait cool de faire un live sur la NCA. Donc si ça vous intéresse, ça devrait sortir dans pas longtemps. Bah ça, c'est très très cool. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu de loin. J'ai vu la grosse perf de notre ami numéro 1 de draft qui arrive, qui nous a lâché 30 points avec Duke et qui est au Final 8 là, ça y est, c'est bientôt le début du Final Ouais, 8 là si je ça dis va pas être de le bêtises. Final 8, exact, ouais. Donc ouais, et puis il y a eu pas mal de déclarations comme quoi un certain Cooper Flag voudrait jouer chez lui à Boston. Enfin bref, des choses voilà, qui sont lâchées un peu à droite à gauche. Mais non, je suis un peu de loin, je t'avoue qu'entre l'actu NBA Ouais. plus tout le reste, la March Madness, je m'y mets très sérieusement là sur le Final 8. Deuxième actu un peu sympa, bon, qui concerne la TBA, mais qui concerne surtout Trash Talk, qui a la viewing party. Si je dis pas de bêtises, vous y serez la TBA ? Ouais, exactement, on y sera. Enfin, du moins, moi je sais que j'y serai. Toi, tu y vas ou pas ? On Bah est deux. incroyable ça, On est incroyable. deux. Ça va être trop Donc, bien. ouais, ça va être cool. Donc, rendez-vous au Grand Rex le 19 avril pour tous les passionnés de basket. N'hésitez pas à vous y rendre et surtout à venir discuter avec nous si vous nous croisez. On sera ravis de vous rencontrer et de partager des bons moments de basket avec vous. On a fait un bon petit tour, mon Quentin. Je te propose qu'on y aille parce qu'on a quand même pas mal d'actu. Encore une semaine Ouais. chargée. Notre télé-réalité préférée ne nous abandonne pas. Clairement. Et en ce sens, je te propose qu'on aille directement sur le terrain et qu'on parle de cette double confrontation entre les Lakers et les Bulls. Waouh. En fait, l'idée, c'est de mettre en avant les Bulls parce que les Bulls Ouais. restent sur 9 victoires sur leurs 11 derniers matchs, Mm. ce qui est quand même assez fou. Mené par un duo Kobe White, Josh Giddey, niveau All-Star depuis un mois et demi. Je ne sais pas ce qu'ils nous font les deux là. Et du coup, ces deux équipes se sont jouées 2 fois cette semaine. Les Bulls l'ont remporté 2 fois. La première victoire, c'était un énorme blowout 146-115 avec un espèce de Bulls des années 90 qui rentrait tout à 3 points avec un jeu offensif super bien léché, super solide. Mm. Et on va surtout parler de ce deuxième match. Victoire 119-117 dans la nuit de jeudi à vendredi des Bulls. Les Lakers étaient en back-to-back et avaient gagné la veille à Indiana sur un buzzer beater d'un certain LeBron James. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais je crois que ce même LeBron James a fait quelques petites boulettes le lendemain. Ouais. Je sais pas si tu as vu le match. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le scénario de la fin de ce match si tu l'as en tête ? Ouais, déjà, je pense que c'est l'une des fins de match les plus folles des dernières années, du moins de la dernière décennie. Mis à part le regretté Game 7 de 2016, mais bon, j'ai pas envie de trop en parler, sinon ça va me faire pleurer. Mais franchement, le scénario, moi je le trouve dingue. Et parce qu'en gros, tu as les Bulls qui prennent feu à 3 points. Je crois qu'ils inscrivent euh, 4 shoots à 3 points dans les 12 dernières secondes. Ils sont à 4 sur 4, ouais. T'as...
il me semble que les Lakers mènent encore d'un point quand il y a une remise en jeu de LeBron James à 6 secondes de la fin. C'est ça. Une remise en jeu mollassonne. Je sais pas Mm. pourquoi, je sais pas ce qu'il fait. Et en fait, Josh Giddey qui défend sur lui, qui défend sur celui qui fait la remise en jeu. Bon, bah, il dévie la balle, il la récupère, il ressort direct à 3 points pour Kobe White qui met dedans parce que Kobe White actuellement, bah, En il est feu. monumental. Et derrière, même si Austin Reeves parvient à aller marquer son petit double pas là, bah tu prends un shoot venu de l'espace de Josh Giddey, qui est l'autre joueur des Bulls qui est actuellement en feu. Tu as vraiment le feu et la glace avec ces deux joueurs. Mm. Les Bulls sont inarrêtables quand les deux jouent à ce niveau-là. Et moi, je suis très content du scénario. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure, ouais, notre télé-réalité, là, à chaque fois, la NBA, elle nous fait plaisir et tout ça. Moi, j'avoue que ces derniers temps, je commençais un petit peu à arriver dans un moment down, tu vois. Genre, les matchs commençaient un peu à me gaver. Là, j'ai juste une envie, c'est bah, qu'on entre dans le vif du sujet avec les playoffs. Ouais. Mais quand on voit ce genre de scénario, bah, en fait, ça prouve que même les matchs de fin de saison, ils peuvent être encore intéressants, tu vois. Là, ça se les donnait, mais jusqu'au bout. Alors qu'on aurait pu se dire, bah, tu vois, les Bulls ne jouent plus grand-chose, ils ont déjà Mm. leur place dans le play-in. Ils auraient pu se dire, bon, bah, tant pis, on le prend pas, et puis voilà. Non, les mecs, ils avaient la dalle, ils vont chercher ce match d'une manière rocambolesque. Non, mais Ouais. c'est une folie. Et ça fait plaisir parce que bah, y en a beaucoup qui vont nous parler. On va certainement revenir sur le match des Pacers contre les Wizards. Enfin, tu sais, il y a des matchs comme ça où tu te dis, bah, c'est pas une belle publicité pour la NBA. Et C'est bah, ce clair. match-là, franchement, merci les gars, c'était trop cool. Non, mais c'est clair, c'est clair. Et puis, pour rester dans ta dynamique, c'est là où je remercie aussi Adam Silver d'avoir vraiment intégré ce play-in, parce que finalement, euh, ça te permet d'avoir une compétition jusqu'au bout. Globalement, quand tu le vois sur cette saison, on fera un petit point classement tout à l'heure, mais c'est encore une folie. Tout bouge, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. En termes des 4 équipes du play-in à l'Est, normalement, on est fixé, mais dans quel sens elles seront, qui va jouer Mm. qui aura l'avantage du terrain. Et en fait, l'avantage aussi de ce play-in, c'est que ça pousse les équipes à rentrer dans une dynamique de playoff à 3 semaines, un mois de la fin de la régulière, en fait. Ils Ouais, sont c'est vrai. obligés pour pouvoir être en forme au moment où il faut gagner le match. Et du coup, bah, tu as cette montée en puissance de certaines équipes. L'année dernière, c'était les Pacers qui étaient montés en puissance en fin de saison. Là, tu as une belle montée en puissance des Bulls qui est intéressante. Pour rester rapidement sur les Bulls, en plus de ça, Kobe White a été élu joueur de la semaine 2 semaines consécutives. C'est la première Ouais. fois qu'on voit ça chez les Bulls depuis MJ dans les années 90. Mm. Enfin bref, tout se passe bien chez les Bulls. Et c'est bizarre parce que je vais te lancer là-dessus et tu vas me dire ce que tu en penses. On a eu tendance à énormément critiquer les Bulls, et moi le premier, franchement, je leur ai fait une pub assez rocambolesque sur les 4-5 dernières années, puisque pour moi, c'est une équipe qui a vraiment mis du temps à comprendre qu'il fallait restart un nouveau projet. Et là, avec les petits mouvements qui ont été faits, tu t'es séparé de DeRozan Lavigne, tu donnes un peu plus de confiance, le recrutement de Josh Giddey est vraiment excellent, et tu permets à Kobe White de bien se développer. Mm. Et en ce sens, avec cet effectif-là, j'ai l'impression que c'est Billy Donovan qui fait du bon boulot et qui se retrouve un peu avec une équipe qu'il avait au OKC. Tu sais, le format un peu universitaire. Tu sens qu'il est beaucoup plus à l'aise dans ce Ouais. système d'équipe-là. Mm. Et ça match. Ouais, Ça... ouais, non, ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, Ils ont mis du temps à appuyer sur le bouton rouge et encore, je trouve qu'ils l'ont pas fait entièrement parce Entièrement. que le Vooch est encore là. Je pense que Kobe White, on était beaucoup à se dire, bah, est-ce qu'en fait, il devrait pas partir parce que ça prend pas. En fin de compte, on remarque bien que Kobe White, bah, quand il a les ballons, quand il a vraiment de l'espace pour pouvoir développer son jeu et pas être bah, bloqué par Zach Lavine, Demar DeRozan qui, bah, quoi qu'il arrive, ils avaient besoin du ballon, ces bonhommes-là. Ouais. Là, il prend les choses en main bah, et limite, moi, s'il est joueur du mois en mars, je serais pas surpris, quoi. Alors qu'en début de saison, tu me dis Kobe White, il va Merde. obtenir le titre, un titre de meilleur joueur du mois, mais jamais, jamais j'y crois. Du coup, oui, de voir entre guillemets l'éclosion de Kobe White et Josh Giddey à ce niveau-là, ça fait plaisir. Et petite take comme ça, allez, je te lance parce que on l'avait pas prévu celle-là, mais j'ai envie de te la poser parce que finalement, ce duel nous l'a un petit peu proposé contre les Lakers. Est-ce que finalement aujourd'hui, ton top 3 favori pour le MIP, ce serait pas, alors je te les donne dans le désordre et tu les classes si tu as envie, mais ce serait pas Josh Giddey, Kobe White et Austin Reeves en fait? Pour le MIP, Bah ouais. tu sais que Quand tu moi, vois le dans mon développement, MIP, j'ai Kate Cunningham, Christian Brown,
et peut-être un des Bulls. Josh Giddey ou Kobe White. Mais j'ai pas Austin Reeves, j'ai pas. Ok. Ouais, ouais. Kate Christian Cunningham. Brown. Ah ouais, Christian Ouais, Brown, mais tu mais. vois, Cade, j'en parlerais plus limite dans le débat du. Enfin, pour moi, il est plus top 10 MVP en fait. Il a rien à faire dans un débat de MIP. Ah ouais? Ah ouais, pour moi, Moi, je trouve il a passé un cap parce que oui, d'un point de vue statistique, on peut se dire, mais bon, il passe de 22 à 26 points. Donc déjà, c'est beaucoup plus compliqué de passer de 22 à Mm. 26 que de 12 à 18, un truc comme ça. Et au-delà de ça, il n'y a pas que. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on, dans ce type de MIP, pardon, il y a un peu le rôle. Enfin là, tu sens que Kate Cunningham, il a passé un cap dans toutes les cases, tu vois. Ouais, ça y En est, tant que franchise leader player sur le accompli. terrain, voilà, c'est ça. Euh, Après, Christian Brown, bah, c'est juste que bah, lui, pareil, il était un joueur de rotation l'année dernière. Bah, là, il est titulaire indiscutable. Il a multiplié par deux, pour le coup, ses statistiques, notamment d'un point de vue des points et tout ça. Enfin, pour moi, vraiment, là, il y a une progression qui est fulgurante. Et après, il y a d'autres joueurs, hein. Tu sais que même Dyson Daniels, il a son mot à dire, hein. Après, Non, le non, mais cas de ouais. Dyson Daniels, il a changé de franchise, pardon. Donc, je trouve que c'est compliqué de choisir un MIP qui a changé de franchise entre deux saisons. Tu vois. C'est ça la difficulté. Mais c'est vrai que finalement, c'est une course qui est quand même assez intéressante à suivre. Ouais. C'est pas le trophée qui nous excite le plus d'une année à l'autre, mais finalement, cette année, on a des profils qui ont tellement évolué, pas que statistiquement, mais surtout dans l'impact qu'ils ont dans leur équipe, dans leur franchise et sur le terrain, que Exact. c'est assez intéressant. Je vais en profiter parce que tu me lances sur une transition parfaite. Tu as parlé de Cunningham et de Christian Brown. On va commencer par Cunningham et rapidement parler des Pistons qui ont tapé les Cavs la nuit dernière. Euh, Détroit qui, bah, on va pas se mentir, nous sort une saison plus qu'inespérée qui a triplé son nombre de victoires par rapport à l'année dernière. Mm. Les Pistons sont en 42-32, ont presque validé leur site en playoff. Je crois qu'il leur reste 2 matchs avant de valider leur site. Ouais. Euh, Sont passés devant les Bucks. Les Bucks, on va y revenir après. Mais donc, on se projette clairement à l'instant T au niveau du classement sur un Indiana-Détroit en premier tour de playoff à l'Est. Ouais. Nos deux poils à gratter lors du premier NBA Weekly Report qu'on avait fait ensemble, là, Mais c'est le tout premier. phénoménal. Et ouais, ouais, franchement, moi, tu vois, ce genre d'affiche, ah bah clairement, ça me fait saliver. Ah bah clairement. Et je pousse le bouchon plus loin, hein. Au vu des blessures, je me demande si cette affiche me fait pas plus saliver que le Knicks Milwaukee, Ah qui se bah si, dessine ah, mais aussi. moi, il y a même pas photo. Il y a même Ah, pas photo. ça m'excite bien le Détroit. C'est des styles de jeu tellement opposés. C'est-à-dire que tu as un tempo, tu as une équipe qui va à 10 000 à l'heure, l'autre Ouais, qui joue assez vite, mais qui est plutôt content de jouer demi-terrain sur un tempo lent avec une organisation, la balle en main de Kate Cunningham. exact. Tu as une vraie opposition de style hyper intéressante, deux effectifs super jeunes, tu as du leadership, tu as du vétéran, tu as quand même un duel de futurs superstars, si on veut encore les déterminer comme ça, entre Haliburton et Cunningham. Haliburton qui nous sort une fin de saison, les amis. Lui aussi, Ouais. on lui est On tombé lui est dessus. tombé dessus. En début de saison, il avait pris tarif le Tyrese Haliburton là, et à juste titre d'ailleurs, hein. Ouais, je suis d'accord. Mais alors par contre, c'est ça aussi qui est très très impressionnant de la part des Pacers, c'est qu'ils ont Ouais. connu un début de saison qui était délicat. On les attendait parce qu'ils ils ont vécu de très bons playoffs l'année dernière. Et là, de répondre comme ils l'ont fait en saison régulière, avec leur style de jeu qui leur est propre en fait, hein, Ouais. qui s'adapte. Enfin, on sent que ce style de jeu, il est parfait pour la saison régulière. Et à chaque fois, on se demande qu'est-ce que ça va donner en playoff. Et bah là, le fait de pouvoir peut-être affronter les Pistons qui ont un style de jeu qui est peut-être beaucoup plus playoffable, Ouais. si j'ai envie de Ouais, dire, ouais. on va voir en fait. Ça se trouve, on va voir. Les Pacers, ils vont marcher sur les Pistons. Moi, tout ce que j'espère, c'est 7 matchs. Moi, Ah un oui. truc comme ça, je veux 7 matchs. Et j'ai envie de voir Tyrese Haliburton et Kate Cunningham se la mettre dedans. Enfin, se la mettre dessus, pardon. Ça va être incroyable. Refaites-moi un Malice at the Palace, quoi. Bah ouais, mais Enfin, oui, mais c'est ça. Enfin, sans le côté trop violent, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même un historique entre ces deux franchises au début ouais. des années, en fin des années 90 et début des années 2000 à l'Est.
faites-nous kiffer, les gars. Allez-y. C'est le retour des années 90 dans la conférence Est. Et franchement, ça fait kiffer. Même si tu veux un Malice à deux Palace, vaut mieux un Pacers Bucks parce qu'on sait que les deux franchises se Ouais, détestent avec ouais. l'antécédent du ballon et tout. C'est que en 7 matchs, pareil, hein, ça peut se la mettre. Après, quand je te dis Balisson Zepala, j'y pense parce que tu as quand même Isaiah Stewart dans une des deux équipes. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est vrai. Donc bon, globalement, tu peux te projeter sur un truc assez costaud. Euh, pour rester rapidement sur l'actu des Pacers, c'est une info qu'on vous donne comme ça, même si c'est pas le match qu'il fallait regarder cette semaine. C'est quand même un match qui va rester un petit peu dans les annales et qui est quand même marquant. Cette victoire des Pacers contre les Washington Wizards, parce que oui, les Washington Wizards sont une équipe de basketball, Ouais. euh, dans la nuit du 27 mars, 162-109. Je répète, il n'y a pas eu de prolongation. 162-109. Ouais. Sachant que, en plus de ça, je ne sais pas si tu as vu la fin du match, les Pacers se sont arrêtés de jouer à 1:22 de la fin du match. Exactement, ouais, ils ont commencé à arrêter les possessions, enfin à faire égrener le chrono alors qu'il restait plus d'une minute de jeu. C'est là pour le coup, c'est une très mauvaise pique pour la NBA, tu vois. Ouais. Et après, bien sûr qu'on peut tomber sur les Wizards sur leur défense. Enfin, encaisser 162 points, c'est quoi? C'est les gars, c'est portes ouvertes, tu sais, les trucs du patrimoine là, le week-end du patrimoine, c'est n'importe quoi. Euh, en attendant, Indiana, ils ont tiré, mais alors, je sais pas, ils avaient un sniper, ils avaient une lunette, mais parfaite, quoi, tu vois. Ah non, impressionnant. Ils T'as 9 rentraient joueurs, tout, 9 joueurs à tout. plus de 10 points, ouais, c'était assez fou. Et puis je pense aussi qu'il y a des absences qui coûtent cher. Bah Bilal, hein. Bilal Koulibaly, là, ce serait pas passé avec lui. Hmm. Même, comment il s'appelle, le petit rookie là, Keyshawn George. Keyshawn George, ouais. Qu'est-ce qu'il défend bien et je Ouais. pense qu'il aurait pu un peu. Enfin, tu vois, l'absence de ces deux jeunes-là coûte cher et ça prouve encore une fois que bah, ça manque quand même d'expérience du côté des Wizards. Là, il y a un truc qui allait pas. Après, moi, j'aime pas trop. Enfin, c'est dommage parce qu'on a beaucoup parlé aussi de Sarr qui fait encore un très bon match dans ce marasme-là. Mais ça permet de voir que Sarr, franchement, il est de plus en plus régulier. Il fait Ouais. vraiment une bonne saison et je pense que pour lui, le podium du rookie, il est assuré, tu vois. C'est rigolo que tu me parles de ça parce que j'en parlais avec Ben qui est venu discuter un petit peu avec nous dans les commentaires de la dernière vidéo. Euh, sur le classement du rookie de l'année, on a tous tendance à dire que Stephen Castle le mérite plus qu'un Zachary Zaché ou un Alexandre Sarr. Alors, Mm. sur des données statistiques et purement de développement personnel, ça s'entend. Moi, je reste quand même convaincu que nos deux Français doivent compléter ce podium, un minimum. Ouais. Ok. Alex, c'est horrible pour lui parce que vraiment, il joue dans une équipe de clowns et que pour un développement personnel d'une jeune star à gros potentiel, c'est quand même compliqué. Mm. Pour Zach, moi, je suis quand même beaucoup plus confiant dans le sens où je trouve qu'il montre des choses. Et c'est rigolo parce que je crois que c'est dans NBA Extra qu'ils en parlaient cette semaine. Il joue comme un vétéran. C'est-à-dire qu'il Ouais. a déjà cette capacité et cette faculté à s'adapter aux besoins de son équipe, une équipe compétitive qui va jouer minimum le play-in. Et Zach, il a vraiment eu cette évolution au cours de la saison. Alors statistiquement, c'est pas un mec qui tourne à 20 points, 5 Non. passes, 5 rebonds. Mais Mm. par contre, il a cette faculté de savoir scorer, savoir faire ce qu'il faut au moment où son équipe en a besoin. Tu sens qu'il y a une belle alchimie aussi avec Trae Young. Donc non, je suis content pour le développement de nos deux jeunes rookies français. Ouais. Et juste pour rester sur les Wizards et globalement sur les équipes qui tankent un peu sur la fin de saison, là tu sens que ça y est, on est vraiment sur la course à Cooper Flag, que toutes les équipes Mm. claquées au sol mettent leurs gros joueurs au repos. Plus de Bilal à Washington, plus de Lamelo Ball aussi du Ouais. côté des Hornets, saison terminée. Et puis petit à petit, voilà, tu as les joueurs un petit peu corrects de ces équipes bas de tableau qui commencent à être mis au frigo. Donc chez les Sixers ont anticipé tout ça et avaient mis Embiid, Paul George au frigo bien avant Même les autres. Maxey, hein, Tyrese Maxey, pareil. Hein, Ouais. Allez, ne parlons pas des franchises qui ne sont pas des franchises de basketball. Voilà, après cette actu, on va essayer de rebondir, on va aller un petit peu à l'ouest. Tu parlais de Christian Braun, on va parler des Denver Nuggets, parce qu'il y a eu le retour d'un certain Nikola Jokic cette semaine. Après quelques matchs d'absence pour une petite blessure, Nico est revenu. Bon, tranquille, hein, il est revenu contre les Bucks, histoire de marquer son 30e triple-double de la saison, 27 points, 12 rebonds, 10 passes. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir cette passe décisive qui Mm. lâche à Aaron Gordon de dos sur un spin move sur Kyle Kuzma.
Merde. Ouais, la note artistique, elle est de 10. Et puis en plus de ça, enfin, elle est parfaite, elle est dans le bon timing. Enfin, c'est du Nikola Jokic, c'est un génie. C'est un génie, il l'a encore prouvé. Ouais, moi, ce mec, il m'impressionne. Bah, il sort la plus belle passe de l'année, certainement. Clairement. Et enfin, franchement, cette saison, moi, tu vois, je me suis amusé à aller voir. Il va se mouiller. Oh, je sens qu'il va se mouiller. Je suis allé voir les statistiques de sa dernière saison MVP et celle de sa saison actuelle. Il était à 26,4 points par match lors de. C'est quoi? Ça doit être 2022-2023. Ouais, Là, cette année, il est à 29,3. Donc, déjà, bah, tu prends plus 3, mais dans ces hauteurs-là, c'est juste monumental. 12,4, là, il est à 12,8. 9 passes, là, il est à 10,3. Et puis, bah, moi, le pire, en fait, c'est pas tant les statistiques, c'est juste ses pourcentages. Il est à 58, 42, 80. En fait, il est dans des hauteurs. jamais vu. Tu vois, à Denver, bah voilà, il est à 5860 pieds. C'est ça. Il y est, lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il dort là-haut, dans un chalet. Et enfin, il se réoxygène, il se réoxygène, il se réoxygène. Son cerveau, il est tellement oxygéné que le gars, il est dans un autre monde, il te fait des passes, mais c'est un délire. Mais le gars, il fait 250 kilos. Vous vous rendez compte, c'est comme si tu driftais avec un paquebot, quoi. Ah, mais c'est monstrueux. Moi, Jokic, j'hallucine. Là, il nous envoie encore hier un buzzer beater, une main. T'as l'impression que juste, enfin, tu sais, il dépose comme un lay-up. Moi, je vois le truc, tu sais, normalement, on sait tous déjà essayer à tirer un shoot comme ça, mais t'envoies une autre cajou, tu sais, c'est un lancer de javelot que tu fais. Non, lui, c'est tu sais, petit lancer de poids et ça rentre parfaitement. Tout ce qu'il fait, ça m'émerveille. Et pourtant, il sera peut-être pas MVP. C'est là toute la problématique de cette saison, enfin toute la problématique qui est finalement hyper positive, c'est-à-dire qu'on a un monstre qui est déjà triple MVP et qui est en train de nous pondre une saison supérieure à celle de ses 3 titres de Ah MVP. bah ouais. Là, il nous sort la plus grande saison de sa carrière, et lui-même le dit, il n'a jamais aussi bien joué au basket de sa vie. Denver a réappuyé sur la marche avant là en réenchaînant quelques victoires, notamment contre Utah hier, t'en parlais avec ce shoot de 80 mètres, enfin bref, du Jokic dans le texte. Denver qui semble bien installé à la 3e place à l'ouest. Ouais. Derrière les Rockets, on va en reparler aussi un petit peu des Rockets, mais tu sens que ça y est, le podium commence à se façonner après avoir si qui de Houston ou qui de Denver va réussir à choper cette 2e place. Mais de l'autre côté, en fait, le problème, c'est qu'il y a une équipe dans cette conférence qui a 16 défaites d'avance sur Denver, à qui on promet mont et merveille au franchise player qui est Shai Gilgeous-Alexander, qui est en train de nous péter tous les records de franchise, qui a pété des records de KD, qui est en train de nous faire une saison de Jordan 95, 96, 97. Monsieur Shai Gilgeous-Alexander, tu portes bien anciennement Clippers, hein, d'ailleurs. Nickel d'ailleurs ce trade, hein. Nickel. Franchement, Nico Harrison, si tu nous entends, c'est sûr que tu as été impliqué dans ce trade d'une façon ou d'une autre. Oh, le pauvre, il prend encore une. Tu vois, tu sais que là, normalement, il est caché dans un bunker et tu parviens quand même à lui tirer une balle dans la tête. Hein. Bien joué. Bouge pas parce que j'ai une autre pensée pour lui dans un autre thème qu'on va aborder plus tard. On y reviendra. Non, mais tout ça pour dire que oui, on a un duel de MVP, on en avait parlé déjà, et c'est vrai que c'est un sujet qui nous anime sur cette fin de saison, parce qu'on a 2 des plus grandes saisons individuelles des dernières années. C'est-à-dire que sur n'importe quelle autre saison, ces 2 saisons auraient été MVP, sauf que là, elles sont l'une contre l'autre. Donc, quoi qu'il arrive, tu auras l'une des plus grandes saisons individuelles d'un joueur qui ne sera pas marqué par un titre de MVP, et de l'autre, tu auras l'un des MVP les plus historiques de l'histoire. Eh ouais. On a trop de chance d'assister à ça, hein, et après, faites vos jeux. Et j'aimerais vraiment appuyer sur un point, parce que ça m'épuise sur les réseaux sociaux et quand je vois les gens discuter, s'il vous plaît, quand vous défendez votre joueur et que vous posez des arguments pour justifier son titre de MVP, le contre-argument de ça, ce n'est pas de descendre l'autre joueur. Ah bah oui, non. Ça n'a aucune utilité et concrètement, ça n'apporte rien au débat. C'est-à-dire que dire « Ah oui, regardez, la veille, Shai a provoqué 18 fautes, il est aidé par les arbitres. » Arrêtez. C'est déjà
une superstar qui est aidée par les arbitres, c'est le cas dans toutes les franchises NBA, pour commencer. Et de l'autre côté, c'est comme ça en fait. Enfin, James Harden, quand il est MVP, les critiques sur le fait qu'il aille choper des lancers francs. Oui, mais les gars, c'est un joueur extérieur qui provoque des lancers francs parce qu'il a une percussion qui fait que bah, si tu veux le stopper, tu fais faute en fait. C'est comme ça. Et arrêtez de dire oui, mais Jokic, c'est une cible en défense, c'est un plot. Oui, ok, peut-être que C'est pas il est. vrai en plus. Non, mais tu sais qu'il défend bien en C'est plus, faux. Nikola Jokic. Alors, Sa défense est sous-côté. Enfin, c'est pas qu'il défend bien, mais sa défense est sous-côté. sa Le mec défense est. intercepte des ballons, il Ouais, est, quoi qu'il arrive. Bah, attends, mais imagine-toi physiquement. attaquer un joueur comme ça. Bien sûr qu'il est trop chiant à jouer. Tu te fatigues à aller tout le temps au mastic contre ce mec-là. Et puis encore plus, enfin, j'aurais tendance à le défendre encore plus en ce sens quand tu vois la façon dont il est entouré. Alors attention, Denver n'est pas une petite équipe. Denver est une équipe très bien construite qui se connaît depuis des années. Mais Ouais. si aujourd'hui, juste imaginez le truc, mettez Nikola Jokic à OKC. Faites le switch là. Shai à Denver, Nikola Jokic à OKC. Imaginez que Nikola Jokic soit entouré comme Shai l'est actuellement, avec une défense aussi solide que celle de Casey, mais il n'y aurait même pas de débat en fait. Il n'y aurait même pas de débat. Nikola Jokic est en train de nous pondre quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la NBA. Après, c'est des avis personnels. On a eu le dernier MVP Leader qui est sorti cette semaine. Shai est encore numéro 1, Jokic numéro 2. Ouais. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire, ce sera un MVP grandiose. Et oui. Voilà. Et à chaque fois que j'en parle, hein, ce duo s'extrapole toutes les discussions à propos du titre de MVP. Bon courage et amusez-vous en commentaire pour me sortir le troisième larron qui sera sur votre podium. Tu sais que je trouve que c'est autant une difficulté que de choisir le MVP entre. Moi, je galère, hein. On C'est quoi pourrait me tes, dire c'est quoi tes possibilités là? bah, Antetokounmpo, bien sûr, qui d'un point de vue statistique est le joueur qui impressionne. Mais quand tu vois un peu comment les Bucks se jouent, t'as pas trop envie de le mettre sur le podium. T'as plutôt envie de mettre un Cavs. Pourquoi pas Donovan Mitchell? T'as envie de les récompenser pour la saison qu'ils sont en train de faire actuellement. Evan Tu Mobley? peux aussi penser à LeBron James. Ouais, il y a Mobley, bien entendu, mais tu peux Ah, penser à LeBron. LeBron James, tu vois. La saison, elle est monumentale. Ce qu'il fait à 40 ans, encore une fois, c'est un délire. On y reviendra sur Euh, LeBron après. Tu peux même t'amuser à respecter un petit peu les Celtics pour une fois et Jason Tatum. Voilà, moi, s'il y en a, ils le mettent sur le podium, bah écoutez, moi j'entends tous les arguments et je trouve que c'est difficile aussi de savoir bah, qui va terminer troisième. Et d'ailleurs, la personne qui va terminer troisième, chapeau, c'est une véritable réussite parce qu'être derrière les deux Ouais. fous du cerveau là, bah c'est une franche réussite. Mais de toute façon, on s'amusera, on verra en quel sens et si on fait ça sur une autre vidéo, un autre format. Mais on essaiera de se faire un top 10 MVP Ok. qui peut être assez intéressant à construire. Parce que Ouais. finalement, tu vois, tout à l'heure, je te disais que pour moi, je vois Cunningham plutôt top 10 MVP cette année sur la fin, là, la fin du top 10. Mais il y a plein de Mm. joueurs en fait qui ont éclos et qui ont validé des choses cette année qui Ouais. seraient, ouais, ce serait intéressant de les classer. Donc bon, on reviendra sur cette thématique dans une autre vidéo. N'hésitez pas, Mm. vous, à nous dire aussi qui est votre leader, mais posez des arguments construits, concrets, sans descendre l'autre. Parce que le Exactement. principe, voilà, le principe, c'est de défendre sa paroisse, ok, mais en restant intelligent dans la façon de débattre. Et là, on est face de toute façon aux meilleurs joueurs de la planète. Donc, c'est pas, enfin, le fait de discréditer un autre n'a aucune valeur en fait, puisqu'on parle des meilleurs. Donc, au bout d'un moment, il faut juste essayer de poser les arguments positifs pour ces joueurs. Mm. Je te propose qu'on reste dans cette conférence Ouest. On parlait de la bagarre entre Denver et Houston pour cette deuxième place. Je te propose qu'on parle un peu de Houston. Houston qui a galéré un petit peu sur le mois de février et Oui. qui là nous pose un mois de mars plus qu'intéressant. Euh, les Rockets, attends que je te dise pas de bêtises, ils restent sur 11 victoires lors de leurs 12 derniers matchs. Mm. Cette série aussi est marquée par le retour de Fred VanVleet parce qu'on avait vraiment l'impression que sans Fred VanVleet et sans leader naturel dans cette équipe, il y avait un truc un peu plus compliqué, que ce soit pour Sengun ou pour toute la jeune Rocket Nation. Tu sens qu'ils avaient, Mm. le manque d'expérience sur le terrain. Ils en pâtissaient un petit peu et que Ime Udoka avait du mal à switcher ce rôle sur quelqu'un d'autre. Là, le retour de Fred VanVleet a vraiment été important ce 21 mars. Il marque 37 points lors de leur dernière victoire contre le Heat, 102-98, si je ne te dis pas de bêtises. Ils restent sur 9 victoires lors de leurs 10 derniers matchs. Ils sont deuxième à l'Ouest, juste derrière OKC, avec 48 victoires, 26 défaites. Écoute, je te pose la question telle qu'elle est, parce que je pense que c'est une question qu'on a tous envie de se poser. Est-ce que tu vois Houston potentiellement
avec la saison qu'ils viennent de nous poser, aller, alors, déjà passer un premier tour de play-off et potentiellement être compétitif pour essayer d'aller viser une finale de conf? Non, moi, j'irai pas jusqu'à aller voir. En fait, je pense que malheureusement pour eux, dans toute cette histoire, même si tu termines deuxième, tu peux jouer du coup le vainqueur du premier match de l'Ouest. Donc ce serait Clippers, Warriors, Timberwolves, des franchises qui, je trouve, ont bien plus d'expérience en la matière. Les Rockets, ils ont depuis 2020, hein, ils n'ont pas connu les playoffs. Donc Ouais. je trouve que c'est un vrai souci. Même si on a parlé un peu d'expérience, que ce soit le coach Ime Udoka, qui en a eu pas mal quand même du côté des Celtics, Fred VanVleet, qui est quand même champion avec les Raptors. Pour le reste, c'est jeune, quoi. C'est Mmh. jeune. Şengün, Jalen Green, même le petit Amen Thompson, moi qui m'impressionne, tous ces joueurs-là. Ouais. Contre l'armada de dalleux comme les Warriors, ça peut être difficile. Moi, tu vois, je vais pas tirer sur les Rockets s'ils sont éliminés au premier tour en fonction de la manière dont ça se fait. Si tu perds en 7 ou en 6 matchs contre les Warriors, même contre les Wolves qui ont quand même de l'expérience puisqu'ils étaient finalistes de Conf West l'année dernière. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as du temps. En vrai, t'as du temps avec Ouais, ouais. Şengün, Green et tout. Je sais que chez TBA, on a un Thibaut qui est fan de la franchise des Rockets. On en avait déjà parlé avec lui. Le pauvre. Le fait de se qualifier, de se qualifier en playoff, c'est déjà une franche réussite pour eux, Ouais. avec la manière en plus. Et bah voilà, va te tester un peu dans un premier tour. Si ça passe, bah tant mieux. Et puis voilà, y a pas, je trouve qu'il n'y a pas. Les Rockets sont moins sous le feu des projecteurs que des Grizzlies, par exemple, dont on va parler certainement encore d'ici là. Tu vois, parce que les Grizzlies, avec le groupe qu'ils ont actuellement, ils ont déjà eu ils ont déjà connu des choses. Ils ont une Ouais. expérience. Et à un moment donné, t'as plus trop de temps, quoi. On sait qu'en NBA, ça va très vite. Là, les Rockets, c'est pour moi l'année. Allez, ça va être la deuxième 2. année du projet. Ouais, c'est ça. Et souvent, quand on a des projets comme ça, on les attend de pied ferme. Pas dans ta saison sophomore, du coup, mais c'est la troisième ou la quatrième saison. Ouais, Donc, j'aurais tendance à te rejoindre un petit peu sur cet argumentaire que je trouve très bon et enfin très cohérent. Moi, j'ai juste un élément de doute, puisque dans la dynamique de cette équipe et de cet effectif, de la manière dont il a été construit, dans sa dynamique sur les 2-3 dernières saisons, ça me fait penser un peu à OKC, de la manière de reconstruire. Tu reconstruis ouais. autour des jeunes, tu apportes du vétéran, un coach qui est enfin un jeune coach qui a déjà montré de très belles choses et qui tient Mm. son groupe d'une main de fer. Moi, j'ai un seul doute, et il est plus autour d'une potentielle superstar. Ah, mais oui, mais de toute Je façon, on En est fait, d'accord. je remets pas en doute le niveau de Sengun ou de Jalen Green. Mais là Mm. où moi, il y a quelque chose qui était établi chez OKC au moment de leur reconstruction et sur les 2 dernières années, c'est que c'était Shai Gilgeous-Alexander le point d'ancrage et que Eh oui. l'effectif était construit autour de Shai. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut dire que Alperen Sengun est le franchise player sûr et certain à Houston. En fait, c'est ce qui peut coûter cher un petit peu aux Rockets, c'est que quoi qu'il arrive, il y a cette comparaison avec les OKC parce que Mmh. tu es clairement dans la même dynamique. T'es un peu, Ouais, sauf que tu as l'impression qu'il y a quand même un train d'avance concernant OKC. Ce train d'avance, en plus, c'est le plus chiant à obtenir, c'est avoir ce franchise player. Tu l'as avec Shai Gilgeous-Alexander. Tu l'as. Côté Rockets, on le sait tous. On l'adore, hein, Alpi Şengün. On aime beaucoup Jalen Green. Mais pour le moment, ils n'ont pas prouvé qu'ils avaient l'étoffe d'un franchise player. Ça, c'est clair et net. Il y a un truc aussi. Chris Paul, côté OKC, a été un vétéran qui a fait un bien fou. Là, tu peux le comparer aussi à Fred VanVleet, mais tu ouais, c'est préfères ça. quoi comme vétéran? Ah bah, Bah, Chris Paul, tu vois. c'est surtout que Chris Paul, en fait, a permis de développer Shai. Exact. Fre Là, Fred VanVleet ne permet pas forcément de développer individuellement en tant que meneur Jalen Green. Tu vois, moi, ce que j'aurais bien aimé voir, c'est Fred VanVleet encadrer Rich Shepard, Mm, essayer de le développer un petit peu parce que aussi dans le morphotype, c'est un petit peu c'est des petits joueurs, c'est des petits meneurs, mm. avec un bon handle et potentiellement, avec, un QI basket assez élevé. On avait vu des belles actions de Red Shepard, notamment pendant la Summer League. Mais tu Ouais. sens qu'Ime Udoka n'a pas encore confiance en Red Shepard, surtout défensivement.
Donc ouais, il y a vraiment cet ancrage de les vétérans apportent, mais plus au groupe, plus qu'il y a une individualité. Là où Chris Paul apportait au groupe, mais apportait aussi beaucoup à Shai, quoi. Ouais, bah, ouais, ouais, ouais. Bah, c'était un mentor, un super mentor. D'ailleurs, Ouais, on est tous contents qu'il soit du côté des Spurs pour Wemby. ouais, Je pense que Wemby vit de manière moins difficile ce qui lui arrive actuellement parce que tu dois avoir Chris Paul qui lui chante dans l'oreille. Mais t'inquiète, mec, t'as le temps, reste tranquille. C'est la vie, t'es grand, tu vas réussir. Enfin, tu sais, c'est toujours agréable d'avoir. Mais après, je pense que Fred VanVleet fait son taf aussi avec Jalen oui. Green parce qu'encore une fois, moi je trouve que Jalen Green il s'est quand même vraiment amélioré Ah oui, c'est d'un point de développé. vue de son jeu. Tu vois, il y a quand même eu un bon développement Mmh. et je pense qu'un gars comme Fred VanVleet a apporté sa pierre à l'édifice. Je pense que même je crois que c'était Van Adams, il est là Ouais. aussi. Ouais, ouais, Steven Adams, Je il pense apporte que des bonnes minutes. pareil, hein, dans un vestiaire, il doit être très très important parce que lui, bah, en plus, il a connu OKC à l'époque quand même avec Westbrook, tout ça. Mmh. Donc il doit se dire, tu sais, pareil, il doit se dire, bah franchement, si on peut faire mieux qu'OKC, je serais content. Ce sera un bon pied de nez à mon ancienne franchise. Ah non, c'est Mais, clair et puis mais de toute ouais. façon, la comparaison, elle est difficile. En fait, ils ont pas de chance. Ils se retrouvent, c'est comme, j'ai envie de te dire, c'est comme les Rockets qui étaient tombés avec les Warriors, tu vois. Ouais, Où tu avais le développement des Rockets, euh, il y a pas ouais, Carden. voilà, c'est ça, il y a de ça aussi. Mmh. La comparaison, à chaque fois, ça fait mal, hein, et voilà. Mais prenons le temps, tu vois. Genre, OKC, ils ont déjà connu une série de playoffs l'année dernière, même il y a 2 ans, puisque je crois qu'ils se font éliminer par les Warriors. Ils ont de l'avance. Ouais. Là, les Rockets, en fait, je pense qu'il faut plus comparer les deux projets. Ils sont incomparables. Ouais, Ils tu sont une étape un incomparables. petit peu en dessous. Tu une étape un Voilà. petit peu en dessous. Et laissons le temps. Mais je pense que oui, il va y avoir peut-être un besoin singulier d'un franchise player. Moi, Jimmy Butler, j'aurais kiffé le voir du côté des Rockets, par exemple. Bah, ouais, Jimmy, ça aurait très bien fité. Bon, après, avec Dylan Brooks, pas sûr, tu vois, mais on commence à beaucoup parler, on en parlait pendant la trade deadline une potentielle arrivée de Kevin Durant. Euh, Tu vois? à, Parfait. à voir en quel sens Kevin Durant peut arriver et peut prendre ce rôle de franchise player à 36-37 ans, c'est compliqué, tu vois. Oui, mais c'est Faudra pas voir. grave. Tu vois, il te fait 2 saisons, 1 ou 2 saisons de franchise player. Ouais. Ça permet aussi à Alpi Sengun et Jalen Green de pouvoir se développer de manière un peu plus tranquille sans avoir tout s'accaparer, tu sais, encore une fois, les feux des projecteurs, qui là, ils sont comme ça, les feux de projecteurs actuellement. C'est Ça pas parlait, simple aussi, pour les gamins. ça parlait aussi pas mal de Devin Booker, potentiellement Ouais, comme D-Book, ouais, destination. Et là, pour le coup, en franchise player un peu plus plus jeune, intéressant, je trouve. Ouais. ça peut. Moi, je signe beaucoup plus pour D-Book que KD. KD, moi, j'y Et crois plus trop, mais Et Dibu ouais, c'est vrai. coaché par Udoka, moi je veux bien, hein. J'aimerais bien voir. Enfin bref, là on est Ouais, dans de la ouais, science-fiction. exact. Donc voilà, en tout cas, belle saison de Houston. On Ah verra, bah oui. et on verra ce qui nous sort en playoff. Et de toute façon, on sent que ce top 3 à l'Ouest a l'air quand même d'être figé. Donc déjà, chapeau à Houston. Ouais. Et puis rendez-vous en playoff ou au pire, rendez-vous la saison prochaine avec une construction d'effectifs encore plus intéressante. Mm. Je te propose qu'on enchaîne un petit peu. On va faire un petit point classement. Après, il nous restera 2-3 thématiques à aborder. Euh, des thématiques en plus assez sympas. En termes de classement, on en parlait. Au niveau du play-in à l'Est, on va avoir une bagarre entre Atlanta, Orlando, Chicago et Miami en termes de bataille de classement. Qui aura l'avantage du terrain, qui va jouer contre qui. Mais Mm. globalement, ces plages semblent assez figées. C'est vrai. Euh, En haut du classement aussi à l'Est, ça semble figé. Cleveland ne bougera pas, Boston ne bougera pas et les Knicks non plus. La bataille peut éventuellement se faire entre Indiana, Détroit et Milwaukee pour savoir qui aura l'avantage du terrain. Et voilà, globalement, mais ce sera plus entre Indiana et Détroit. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure. Parce que oui, l'une des grosses actus de cette semaine, c'est la blessure de Damien Lillard du côté des Bucks. Une thrombose veineuse. Voilà, on a eu l'info avec Wemby il y a quelques mois. Lui, c'était au niveau de l'épaule, donc encore plus dangereux que celle de Damien Lillard, qui, elle, se retrouve au niveau du mollet, si je te dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, en termes d'absence, on n'a pas une timeline fixe. Certains nous disent que potentiellement, on pourrait avoir un retour pendant les playoffs. Je n'y crois pas du tout. Non Parce que plus. Wemby, on parle d'un arrêt de 6 mois. Je vois pas comment Dame, on peut parler d'un arrêt de 3 semaines et tout va bien derrière. Enfin, surtout qu'en termes de mollet, on a des exemples. Il y a eu Osar Thompson, il y a eu Amen Thompson Mm. l'année dernière et il n'avait pas été arrêté 3 semaines. Enfin bref, je vais te lancer rapidement sur les Bucks, même si je connais déjà, tu nous avais déjà donné ton avis sur les Bucks et finalement, Ouais. bah, tu avais ta boule de cristal et tu avais lu dans l'avenir.
Là maintenant, les Bucks se présentent en playoff avec le Big Three, Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma et Brook Lopez. Écoute, j'espère vraiment pour j'espère vraiment pour les fans des Bucks que ma boule de cristal s'est cassée pour la suite de ce que je projette pour eux, parce que là, j'ai que du mauvais pour eux. Déjà, je suis très pessimiste en ce qui concerne Dame Lillard. Bon, je vois pas comment il peut revenir là, Non. c'est bullshit, mais à plein nez, je sens vraiment cette odeur. C'est, en fait, je vois Non, même pas quel mais... est l'intérêt de sortir des trucs comme ça, parce que tu fais espérer une fanbase qui est déjà à deux doigts de chialer, tu vois. Donc, ça sert à rien de faire espérer. C'est pas bien de jouer avec le cœur de nos amis fans des Bucks. Je suis pas médecin après, hein. Ça se trouve, il va revenir plus vite que prévu, mais tu l'as dit, on a eu de nombreux exemples. Je crois même que, comment il s'appelle, Brandon Ingram aussi avait été touché par une Ouais. thrombose à une jambe, il me semble. Et il avait mis un temps fou aussi à revenir, je crois 6 mois. Enfin bref, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Et alors, par contre, clairement, hein, moi là j'ai ma petite boule de cristal, voilà, parce que souvent on me prénomme Miranda et tout, comme ça, tac, tac, tac. Moi je pense que le naufrage des Bucks, il est sur le point d'arriver, et je vois bien Yanis partir là, Où est-ce qu'il va? parce que voilà. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va contre l'équipe contre qui il va gagner, il va perdre au premier tour de playoff cette année? Est-ce qu'il fait une KD? Est-ce qu'il va au Knicks? Bah, de toute façon, déjà, il ira dans un marché, un gros marché, parce qu'il le dit lui-même, il faut des Européens, des superstars européennes dans des gros marchés. Donc, bien sûr, tu as les Knicks, tu sais que tu as même les Nets, hein, qui, je pense, encore une fois, ont envie de reconstruire quelque chose. Ah, mais si, tu sais qu'ils vont encore vouloir faire quelque chose, les Nets, hein. Faire venir une Oh. superstar et tout. Tu vas voir. Ouais, mais attends, Euh, Giannis, il va vouloir être compétitif dès l'année prochaine. Là, les Nets, tout respect que j'ai pour les Nets, tu leur mets Giannis l'année prochaine. Enfin, oui. Non, non, c'est vrai. il manque beaucoup trop de choses, je pense. Ouais, mais au Knicks, ça veut dire que tu dois encore tout péter ce que tu fais actuellement? Ah, je te dis pas que c'est la bonne solution. Je te dis que je pense que les Knicks essaieront de se positionner. Ouais, en plus, t'as de la monnaie d'échange pour le coup. Pourquoi pas, oui. Surtout, ouais, mais alors, tu sais quoi? Ok, faites venir Giannis Antetokounmpo, mais envoyez dans le package Tom Thibodeau, s'il vous plaît. Ah oui, Tradez-le. Voilà, tradez-le. Giannis Antetokounmpo coaché par Tom Thibodeau. Le spectacle. Oh, la flemme. Le pauvre, Ouais, il non. joue 48 minutes tout le temps, quoi. Ouais, Alors, non, non. t'inquiète, il sera en 40-20-20, hein, mais il fera une saison de MVP direct, mais non, mais bref. euh, Parce que clairement, là, ce qui semble. En fait, ce qui pourrait peut-être aider les Bucks et Giannis Antetokounmpo, C'est les avec Knicks. entouré de. Voilà, c'est ça, c'est les Knicks. C'est les Knicks. Parce que. Bah. Oh, allez, tu sais que les deux franchises, celle qui perd au premier tour, si ce premier tour se profile. Ah, c'est carnage. Mais c'est pour ça que ce premier tour de Oh. playoff va être super intéressant parce que vraiment, tu as une des deux franchises qui n'aura pas validé son projet. Donc, Ah bah non. il y en a une qui est plutôt en fin de cycle. L'autre, c'est plutôt, entre guillemets, l'année 1 ou 2 du gros projet à New York. Mais tu vois, c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo, non, c'est triste, je suis désolé pour vous, hein. Mais on a parlé du naufrage de la saison des Suns, on a parlé du naufrage de la saison de Dallas. Le naufrage de la saison des Bucks entre le départ de Chris Middleton, la suspension de Bobby Portis, l'arrivée de Kyle Kuzma, la blessure de Damian Lillard, les propos tenus par Giannis tout au long de la saison, c'est un, L'arrivée de Kyle Kuzma. non mais Ah ouais, non mais ça, mais tu vois, bah, à partir de là, c'est t'as un plus de projet, tu fais calvaire. venir Kyle Kuzma. Non mais c'est un calvaire la saison des fans des Bucks, hein. Moi, C'est je suis encore halluciné que Giannis Antetokounmpo n'ait pas sorti, tu sais, la réplique. Bon bah, tu sais quoi, moi, si on se fait sortir au premier tour en playoff, ou si on va pas en finale de con, je me barre. Je l'attends, hein, de pied ferme. Je pense que dans les 2-3 semaines à venir, on va y avoir le droit. ouais, ce sera à suivre. De toute façon, on sait que Giannis aime bien en plus parler dans la presse. Il a d'ailleurs rebondi sur l'une des takes que LeBron a sorti, ce qui nous permet de faire la transition. Cette transition, regarde-moi cette transition Oh pour oui. parler de LeBron et des Eh, tu Lakers. sais, on dirait Ça la va passe de tout Jokic, hein. droit. Hop là! Ah, ouais. Elle est magnifique. Donc oui, LeBron qui a envie de parler en ce moment dans les médias, qui après son buzzer beater contre Indiana, sa petite claquette, et à la veille de cette fin de match un peu pourrie contre Chicago, s'est exprimé dans un podcast
comme il le fait assez souvent, et qui disait que Giannis à l'époque aurait pu mettre, bon, il le disait en rigolant, tu vois, mais aurait pu mettre 250 points dans les années 70 sur un match. Bref, un peu rigolo, ça fait parler. Giannis a commenté. Mais tout ça pour dire que, donc oui, LeBron en ce moment, il est bavard. LeBron qui revient d'une blessure et qui n'est pas à 100% physiquement. Il y a le retour de pas mal de blessés du côté des Lakers. Il y a eu le retour de Rui Hachimura, du coup le retour de LeBron. Il y a eu la signature aussi jusqu'à la fin de saison de Jordan Goodwin. Les Lakers ont cut Cam Reddish. Bravo, yes, merci. Parce que franchement, Jordan Goodwin est un joueur de basket, ce que n'est pas forcément Cam Reddish. Donc ça c'est plutôt cool du côté des Lakers. Pour faire un petit point classement, les Lakers, ça va être la bataille avec Memphis pour l'avantage du terrain. Il y a des séries de victoires, des séries de défaites. C'est un peu alambiqué en ce moment du côté des Lakers. Il y a vraiment, tu sens que ça se cherche encore un petit peu et qu'on essaye de trouver un équilibre avec Luka, que ce soit aussi. Il y a eu des belles choses défensives qui ont été montrées au début. Là, tu sens que il faut vraiment que tout le monde soit à 100% pour que ça matche. Et en ce moment, c'est pas forcément le cas. Mais du coup, on aura cette bagarre avec les Memphis Grizzlies pour l'avantage du terrain à l'ouest. Encore une transition qui est pas trop mal. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Memphis Grizzlies cette semaine, mon Quentin? Bah, je pense que Taylor Jenkins se pose la question lui-même, hein. Il doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il doit se pincer toutes les 5 minutes pour comprendre ce qui lui arrive, parce que se faire virer à 3 semaines des playoffs, alors que tu es, bah, comme tu l'as dit, tu es quoi? 5e, mais 5e à, ouais, Deux défaites de la troisième place. voilà, 2 défaites de la 3e place. En fait, non, mais le timing. Non, c'est une Bien sûr folie. que Taylor Jenkins, même les fans des Grizzlies le disaient durant la saison et tout ça. Ouais, Taylor Jenkins, c'est trop limité, faut qu'il se barre, nanana. Tu sentais que il y avait beaucoup d'avis négatifs sur Taylor Jenkins. Tu avais l'impression qu'il se heurtait à un plafond Ouais, de verre et qu'il n'arrivait pas à le fracasser, tu on vois. est Et au d'accord. contraire, là, il s'est fracassé contre un mur. Le pauvre, il n'a rien compris à ce qui lui est arrivé. Ouais, le timing, il est pas bon, les gars. Tu peux pas faire ça à ce moment-là de la saison. Ou alors, c'est qu'ils ont vraiment. Ils savent ce qu'ils veulent. Il y a le petit. Comment il s'appelle là, le coach assistant qui était coach C'est du Paris Basketball. c'est du coup ouais, Tuomas Lizalo Voilà. qui a repris le coach finlandais qui avait fait de très belles choses avec le Paris Basketball en gagnant l'Eurocup la saison dernière. Euh, qui était assistant coach de Tyler Jenkins et qui devient coach principal. Mais ça aussi, tu vois, c'est bizarre. C'est-à-dire que tu te sépares de ton coach principal, tu mets son assistant à 3 semaines des playoffs. Qui n'a pas d'expérience, mais alors du tout, C'est très cool pour lui d'ailleurs, hein. Je en l'ai tweeté. NBA. C'est très cool pour lui. Tu as vraiment une courbe de carrière de coaching qui est phénoménale et c'est Ah, mérité bah parce que ouais. voilà, il a fait du bon boulot au Paris Basketball et il était déjà reconnu en tant qu'assistant coach cette année de Tyler Jenkins. Il était déjà reconnu en ayant fait du très beau travail. Mm. Tyler Jenkins, comme tu l'as dit, la fanbase n'était pas fan forcément de ses rotations, mais Tyler Jenkins a coaché encore une équipe avec beaucoup de blessés cette année. Ja a été absent pendant 2-3 mois. Là, Brandon Clark s'est pété jusqu'à la fin de la saison. Tu as eu des fois des allers-retours de Desmond Bane et Jaren Jackson à l'infirmerie, le retour de J.J. Jackson. Enfin bref, on sait l'état de l'infirmerie de Memphis depuis 3 ans. Et ce que Tyler Jenkins a fait de ce groupe, c'est bizarre. Bah, c'était un bonhomme en fait, hein. Depuis l'époque Grit and Grind, on sentait que les Grizzlies essayaient de se trouver une certaine identité, tu vois. Bah ouais. Et sous Taylor Jenkins, avec Ja Morant, avec Triple J, tous ces mecs-là, il y avait quelque chose, tu vois. Euh, il a connu un nombre de blessures incalculable. L'année dernière, c'était un délire. Tu vois, tu peux pas lui Il y taper avait dessus plus par rapport d'équipe. à la saison dernière. Il y avait personne. Il y Non, avait personne. Il se retrouvait à faire jouer des mecs de départemental 4 au States, tu vois, qu'il allait non. chercher dans l'Arizona ou je ne sais où. Enfin, c'était. Ah, j'aime pas le timing. Encore une fois, hein, moi, le timing, je le trouve vraiment bizarre. Après, peut-être qu'on ne sait pas tout. Ça se trouve, il a fait une Ime Udoka, il s'est mal comporté avec une meuf, hein. J'ai ma théorie. Et ça ne concerne aucunement une histoire de violence ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Ah, j'espère. J'ai ma- j'ai ce que j'ai renommé la théorie Nico Harrison. Est-ce que, durant la trade deadline, Dallas n'aurait pas proposé à Memphis
un trade entre Luka Doncic et Ja Morant que Memphis aurait refusé et que Tyler Jenkins aurait été le fusible de dire oh bah mec si nous on voulait Luka Doncic, t'as voulu garder Ja Morant ça marche pas, tu dégages. Je Imagine sais, l'histoire. je sais pas parce que ils avaient dit qu'il y avait 2 franchises qui avaient été contactées et notamment plutôt les Wolves d'Anthony Edwards. Non mais quoi qu'il arrive, que l'une des deux franchises ait refusé le trade de Luka. Anthony Edwards à la limite ça s'entend un peu plus parce que t'as encore cette jeunesse potentielle. Mais si Memphis a refusé de trader Ja Morant avec toutes ses casseroles au cul, toutes ces histoires hors médias et Oh, hors ce terrain serait. de ces dernières années contre Luka Doncic, Non, j'y crois pas. J'y je crois veux pas pas y parce croire. que ils en ont gonflé. Il a quand même vraiment gonflé pas mal de monde, Ja Morant, avec son comportement. J'essaie de retrouver un tweet que j'avais vu où en fait c'était un peu ce qu'était parvenu à accomplir Taylor Jenkins à la tête des Grizzlies. Il y avait vraiment des bonnes stats, Ah mais c'est mais j'arrive pas à phénoménal. le retrouver malheureusement. Mais ouais, je sais pas. Et en fait, ça n'annonce rien de bon, parce que c'est pareil. Là, tu perds au premier tour. L'été qui va se passer du côté de Memphis, ça peut Ah tu vas péter dans tous les sens, hein. ouais, tu vas Et peut-être en repartir sur plus, une reconstruction d'équipe, ouais. ouais, et c'est chiant parce que Memphis, c'est pas un marché qui est méga intéressant. Enfin là, Mmh. tu trembles, hein, t'as pas envie de perdre ni Ja Morant, quoi qu'on en dise, ni même. Moi, je pense que le pire, ce serait de perdre Triple J. Tu Triple G. Mmh. vois. Ah ouais, il est trop Ouais, fort. non. Non, non, mais on va vraiment suivre cette fin de saison du côté de Memphis parce que ouais, tu vires ton coach à 3 semaines des playoffs alors que tu te bats encore pour avoir l'avantage du terrain après une saison Ouais. off blanche de blessures. Là, tu as le retour de tes stars, même s'il y a eu des blessures. Tyler Jenkins a quand même réussi à maintenir cette équipe en haut de l'Ouest. Je Mm. pense pas que grand monde les voyait top 4 de l'Ouest en début de saison, donc c'est quand même pas mal. Attention à pas trop glisser aussi, parce que les Ouais. Clippers commencent à faire le push et t'as les Warriors aussi qui sont intéressants. Donc ouais, on va suivre ça et comme tu le disais, bah, cet été on verra ce qui se passera parce que tu vires ton coach qui est là depuis des années et qui avait construit son effectif enfin pas tout seul, tu vois, mais qui avait construit son effectif. Donc t'as raison, on suivra ça. Ça va être intéressant cet été de toute façon. Encore une fois, voilà, la NBA nous offre des rebondissements comme ça à 3 semaines des playoffs. C'est assez fou. Mais faudrait qu'on fasse. Attends, on va s'amuser à faire un petit tour là des franchises où ça peut péter vraiment fort. Tu sais qu'il y en a beaucoup, hein. Du coup, les Grizzlies, on peut dire que là, il y a vraiment des chances que ça parte dans tous les sens. Tu vois, tu peux te retrouver avec du Ja Morant, avec du Triple J sur le marché. Ça peut en faire saliver plus d'un. Les Timberwolves, tu Phoenix. sais que j'attends de voir, les Timberwolves, à l'ouest. Parce que Ouais. En fait, pour moi, Minnesota, ça va dépendre de qui tu joues aussi au premier tour. Parce que là, on sentait que le move qui avait été fait l'année dernière de Kat était plus un move financier, même si Randle, on savait ce que ça pouvait apporter sur le terrain. C'était ouais, surtout un move à moyen terme, donc pour offrir aussi un peu de flex cet été. Mais pareil, à Minnesota, attendons de voir qui sera le coach la saison prochaine, parce que là aussi, il peut y avoir du mouvement en cas de défaite rapide. t'as le trio Kings, Mavericks, Suns. Ah bah Bah, là, peut-être pas c'est. Mavericks. Peut-être pas Mavericks. Eux, ils ont déjà Ah, ça a fait, ils ont déjà déjà fait, pété. ils ont déjà fait le taf. Eux, Mais ça a ouais, les déjà Kings et pété. Suns, les Suns, ça va péter. Bah, ça, il y a aucun doute là-dessus. Ouais. Franchement, si KD ou même Eddie Book sont encore là l'année prochaine, je sais pas. Je vais, non, je vais peut-être pas dire que je vais me raser la tête, mais je serais très je me rase la barbe, tiens. Je me rase la barbe. Oh, la prise de Euh, risque, la prise de risque minime, ça, monsieur. Non, 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 on veut une boule à Z. On veut une boule Et à Z. alors, bien entendu, à l'Est, Bah ouais, on en a parlé, les Knicks, comme Knicks-Milwaukee, tu hein. l'as dit, ouais, les Knicks, ça peut bouger. Les Bucks, clairement, ça peut pas mal partir dans tous les sens. Et le Heat aussi, tu sais que ça peut appuyer sur le bouton une bonne fois pour toutes. Et Après, tu peux retrouver du Bama Debayo ou du Tyler Hero sur le marché. ouais, moi je pense que le hit est un peu plus structuré et à partir du moment en fait où tu as Eric Spoelstra, je pense que tu pars avec un avantage quoi qu'il arrive dans ta reconstruction. C'est-à-dire que ouais, tu as Eric Spoelstra. On en parlait avec Simon la semaine dernière dans l'épisode 3. Moi je pense que le hit est à un franchise player près d'être ultra compétitif. Donc on verra les mouvements qui seront Antetokounmpo? faits cet été. Oh, bah pourquoi pas.
Bah, tu sais que Yanis, aux côtés de Bama Adebayo, t'as pas envie de te les coltiner, ou alors il faut peut-être le trader, Bama Adebayo, pour faire venir Antetokounmpo, tu vas me dire. Ah, ça ferait chier, ça, quand même. Ce serait peut-être plus Mais Tyler Hero peut-être, ah ouais, mais ou alors ouais, tu lâches Tyler Hero. Ouais. Putain, non, mais à voir en quel sens, mais ouais, ça pourrait. Putain, et Giannis coaché par Spoelstra, waouh, je veux voir ça. Ah, moi je veux bien, hein, je signe, hein. Ah Je ouais, je veux signe tous voir les ça. jours. Je veux voir ça. Ouais, donc ouais, on suivra ce qui se passera cet été parce que bah, comme vous le voyez, comme vous le savez, de toute façon, la NBA ne s'arrête pas à la fin de la saison. On l'a dit, c'est la plus belle télé-réalité du monde, donc ça continuera cet été en fin de saison après la draft et après la trade deadline. On a fait un bon petit point. Je voulais qu'on aborde rapidement la dernière thématique qui a été mise en avant par Adam Silver cette semaine. Ça fait un moment qu'on en parle, hein, le développement de la NBA en Europe. Là, ça semble s'officialiser. Un format potentiellement de 16 équipes avec 12 équipes fixes et 4 équipes mouvantes. Bon, l'idée est simple, on ne va pas vous faire une théorie sur ce qui pourrait arriver, mais globalement, Adam Silver projette de développer la NBA en Europe depuis un moment. L'idée, c'est surtout de concurrencer l'Euroleague, voire limite la faire disparaître, à voir en quel sens l'Euroleague va devoir plier et courber les chines devant la NBA, parce que bah, si la NBA débarque avec la renommée de la Ligue et tout, j'ai peur que l'Euroleague fasse pas long feu. En ce sens, la NBA souhaiterait développer des équipes des franchises dans des équipes d'autres sports déjà implantées. On parle du PSG, on parle de Manchester City. Euh, Toi, globalement, qu'est-ce que ça t'inspire cette idée? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que tu vois peut-être une mauvaise idée de la part de la NBA? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Je pense que c'est bien la première fois où j'ai vraiment pas envie de voir une idée de la NBA être Ah ouais? mise à l'œuvre. Ah ouais, ouais. Parce Ok. que il y a beaucoup de choses où je les ai trouvées très intéressantes. On a parlé du play-in, on a parlé, tu sais, toutes ces petites modifications-là là, que je trouve vraiment intéressantes. Euh, Là, non. Mais laissez-nous. Enfin, restez aux States, faites votre taf aux States et venez pas comme ça, empiéter sur Ouais, notre venez pas basket impliquer. européen. C'est totalement différent. Ce n'est pas le même basket. Le basket européen, c'est un mode de vie, ce n'est pas un business. Le Mais basket européen. est-ce que la NBA depuis quelques années est pas en train de s'européaniser en fait? Mais Donc est-ce si, que ce oui, serait pas la suite? Est-ce que ce serait pas la suite logique en fait du développement de la NBA? oui, mais pourquoi venir Non, flemme quoi. L'Euroleague, ça fonctionne très bien. C'est une entité dans le sport qui demeure depuis un bon bout de temps, qui est passée quand même par des petites péripéties Mm. à l'époque, dans le début des années 2000, voire 2010, je sais plus, puisque tu avais une autre ligue aussi qui voulait se former et tout ça, une espèce de ligue des champions un peu, mais qui n'a pas tenu long feu. Enfin, je sais pas, c'est totalement différent. Les fans, le marché en lui-même, la culture, l'histoire. Moi, je veux pas. La NBA, pour moi, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, tu vois. Ouais, non, ça s'entend. J'ai pas envie de voir. On va faire comment? Ça veut dire que, parce que tu t'as dit, il y a des franchises, enfin des équipes qui vont être créées par le biais du Paris Saint-Germain, Manchester City, je crois, Mika, Arsenal, tout ça. Mais il y a aussi d'autres équipes légendaires de l'Euroleague qui pourraient Mm. rejoindre cette truc-là. Tu as le Real Madrid, tu as le Barcelone, tu as tout ça. Le Panal, Ça va être Fener, ouais. encore n'importe quoi. Et qui plus est, moi, il y a un truc ça va être, en vrai, ça va être la division, ça va être la Ligue 2. Parce que quoi qu'il arrive, les meilleurs joueurs européens vont vouloir jouer en NBA. La Ouais, non, mais vraie c'est NBA. clair. Et pas Mm. la NBA Europe. Et ça va être la seconde division. Enfin, qui regarde les matchs de Ligue 2, sauf si tu as vraiment une équipe dont tu es fan, puisque tu habites à Châteauroux, à Poitiers ou je ne sais où. Mm. Enfin, ah non. Toi, t'es Ouais. chaud pour ça? Moi, je suis mesuré dans le sens où j'ai pas de position établie. Je me dis que dans le développement de la NBA, ça me paraît cohérent, ça me paraît logique. La NBA, ça fait des années qu'ils veulent s'étendre sur d'autres continents, qu'ils veulent développer leur ligue, qu'ils veulent développer aussi leurs jeunes joueurs talentueux. Je me dis que s'implanter comme ça en Europe peut être une façon aussi de dire, on reconnaît qu'on a du mal à former nos jeunes aussi chez nous. Et ouvrir une ligue en Europe et leur offrir, tu vois, le potentiel des jeunes qui ne veulent pas aller à la fac, mais qui terminent en J-League ou qui vont en Australie ou en NCA ou machin, et qui veulent jouer directement au niveau professionnel et se développer plus vite. Le fait d'être intégré directement dans une ligue NBA, mais avec l'expérience et le jeu européen, peut être intéressant pour eux. Mais en même temps, je te rejoins sur le côté un petit peu Ligue 2, dans le sens où bah, l'objectif sera bien évidemment de rejoindre la NBA Hmm. aux États-Unis.
et aussi à voir en quel sens certains grands joueurs européens n'auront pas envie de se lancer dans ce projet-là, veulent conserver aussi historiquement, l'Euroleague qui est quand même une compétition, profondément Oui. ancrée en Europe. Enfin, tu vois, quand on parle du Fener, du Pana, du Real, du Barça, de toutes ces équipes-là, historiques, Mm. à voir en quel sens tu peux les intégrer dans le format NBA. Donc ça voudrait dire qu'on intègre aussi les règles NBA ou est-ce qu'on garde les règles européennes? Enfin, Non, je crois qu'ils gardent. Par contre, pour le coup, ils ils sont garderaient assez les règles d'accord pour européennes, je crois, hein. FIBA. Ouais, ouais, FIBA. Ouais, c'est ça. Donc, bah, écoute, faut voir, faut voir. Moi, je suis là, je vais faire un peu mon suisse. Je dirais ni oui ni non pour le moment. J'attends de voir comment ça se Ok. développe. Parce qu'il y a aussi toutes ces structures de, bah, si tu te rapproches de clubs comme Manchester City, le PSG, c'est surtout que tu te rapproches d'investisseurs solides qui auront les reins solides, qui potentiellement pourront payer un cap space, qui potentiellement pourront aussi payer des taxes. Donc, tu vois, il faut que ce soit un modèle économique qui fonctionne. Là, aujourd'hui, par exemple, je te prends l'exemple du Paris Basketball. Bah, financièrement, le Paris Basketball, je ne pense pas que le modèle économique de la NBA puisse leur convenir. Donc, c'est pour Non. ça que tu te rapprocherais plus d'un PSG qui n'a pas d'histoire avec le basket, enfin, qui a une histoire ancienne, mais qui n'a pas d'histoire récente. Donc, ouais, je sais pas. Moi, je comprends et je vois l'idée d'Adam Silver. Après, il faudra que ce soit un modèle vraiment bien réfléchi et vraiment bien établi parce qu'on voit ce qui se passe avec la balle en Afrique, ça fonctionne pas très bien. Avec leurs investissements en Océanie, enfin, sur le continent australien, ça se passe pas forcément très bien. Il cible le continent européen parce que c'est aussi une base, c'est aussi la seconde grande base du basketball sur Terre. Donc, écoute, on verra. Moi, je me prononce pas, j'attends de voir. J'attends de voir aussi comment l'Euroleague réagit, puisque pour moi, c'est plus aussi une guéguerre aussi pour faire réfléchir l'Euroleague et les mettre un peu en difficulté pour essayer de enfin, tu vois, réfléchir aussi au format de l'Euroleague, peut-être, comme ça a été le cas avec la Ligue des Champions au foot l'année dernière. On va voir, on va suivre ça. N'hésitez pas à nous donner aussi votre avis, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes complètement réfractaire à cette idée? Est-ce que vous êtes plutôt ouvert à voir le développement de la NBA en Europe? Mais bon, voilà, on est dans le cadre du développement d'une Super League, donc on verra ce qu'il en est. On a fait un bon tour, je pense, mon Quentin, Mm. de cette semaine NBA. On a 3 semaines des playoffs, donc on va vous laisser aussi le temps de vous faire les replays de la semaine. N'hésitez pas à venir liker, commenter et discuter avec nous sur les réseaux sociaux de ce format. On est content de vous proposer toutes les semaines, c'est très sympa. On reviendra la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, prenez soin de vous. Mon Quentin, je te dis à très très vite et bonne semaine de basket à tous. Ciao. Ciao.